Cet homme, recruté comme astronaute en 66, aura attendu 18 ans avant d'enfin partir dans l'espace. Et une fois là-haut, son nom est entré dans l'histoire comme le premier homme à flotter librement en orbite. Aujourd'hui, nous revenons sur la vie incroyable de Bruce McCandless. Nous sommes en 1966. Alors que les vols du programme Gemini se terminent et que le programme Apollo se prépare, la NASA recrute une 5e promotion d'astronautes. Parmi les 19 hommes, il y a Bruce McCandless. À 28 ans, la recrue a déjà un beau palmarès de pilote. Il totalise plus de 5000 heures de vol, la majorité sur les différents avions à réaction de la Navy, avec une grande expérience dans l'aéronavale américaine. Le groupe d'astronautes qu'il intègre représente pour la NASA les futurs hommes qui se rendront sur et autour de la Lune. Sauf que McCandless, le plus jeune de cette promotion, ne fera pas un seul vol Apollo. En juin 66, à peine 2 mois après son recrutement, Gene Cernan et Tom Stafford partent dans l'espace pour la mission Gemini 9A. Un des objectifs est de tester un système de déplacement personnel dans l'espace, l'AMU. L'idée germait depuis pas mal de temps à la NASA. Lors du vol Dead White, première sortie spatiale pour un Américain en 65, l'astronaute a testé un pistolet à gaz pour expérimenter le déplacement dans le vide de l'espace. À l'époque, la NASA a pour projet, en plus du programme Apollo, de créer un laboratoire en orbite terrestre, le Manned Orbital Laboratory. En plus du pistolet à gaz, l'Air Force produit pour la NASA l'Astronaut Maneuvering Unit, une sorte de jetpack spatial. Et son premier test est prévu justement sur cette mission Gemini 9A. Sauf que la mission ne se passe pas comme prévu. Énormément de problèmes empêchent Cernan de faire sa sortie correctement. Son casque devient embué et il a beaucoup de mal à se diriger à l'arrière de la capsule pour rejoindre l'AMU. Au vu des problèmes et de la fatigue qui frappent Cernan, le test de l'AMU est annulé et l'astronaute rejoint la capsule. Finalement, avec l'annulation du Manned Orbital Laboratory et l'inutilité d'un jetpack spatial sur les missions Apollo, l'AMU est totalement abandonnée. Mais revenons-en à Bruce McCandless. Tandis que ses camarades travaillent sur les vols Apollo qui leur sont assignés, lui sait qu'il n'ira pas sur la Lune. Son affectation sur Apollo ne sera qu'au sol, et c'est ainsi qu'il est affecté au poste de Capcom, l'homme qui parle aux astronautes depuis Houston. Il devient ainsi la voix de Houston lors d'Apollo 10, Apollo 11 et Apollo 14, et lors de cette dernière mission, il voit même son camarade de promo Edgar Mitchell marcher sur la Lune. En dehors de ça, Bruce McCandless travaille également sur ce qui suivra les missions lunaires, la station spatiale Skylab. Vu que le projet est un héritage direct du Manned Orbital Laboratory, le concept d'un jetpack spatial refait alors surface. McCandless travaille à la création d'une version évoluée de l'AMU de Gene Cernan, l'ASMU. Il est testé lors des missions Skylab, mais à l'intérieur de la station, pour plus de sécurité. Ici, c'est Alan Bean qui est aux commandes. Toujours lors des missions Skylab sera également testé le FCMU, un appareil similaire mais piloté avec les pieds. Encore une fois, seuls des tests à l'intérieur de la station auront lieu. McCandless ne participera à aucune mission Skylab, mais sera affecté en équipage de réserve et sera à nouveau Capcom. Après Apollo, c'est donc un second programme spatial de la NASA où Bruce McCandless reste au sol. Alors que le programme Skylab touche à sa fin, un nouveau véhicule spatial est en développement à la NASA, la navette spatiale. Un véhicule aussi futuriste et réutilisable est une promesse des Américains de rendre le voyage spatial facile. La navette doit pouvoir mettre des satellites en orbite, en ramener d'autres, et également servir de station spatiale le temps d'une mission. Les collaborations naissantes avec les Russes ouvrent également un champ de possibilités en matière de travail spatial pour, par exemple, assembler une station en orbite. C'est dans cette optique que Bruce McCandless étudie une version évoluée des jetpacks de l'époque Skylab. Avec l'expérience acquise lors des tests effectués dans la station, la NASA développe le MMU qui cette fois promet d'être testé à l'extérieur de la future navette. Cette fois, Bruce McCandless ne veut pas laisser passer une autre opportunité de voler. Ce test du MMU, il va le faire lui-même. Le MMU est à la fois un outil et un véhicule spatial. Ressemblant à un simple sac à dos, il est doté de lampes, de caméras
et permet à l'astronaute d'utiliser des outils. Pour se diriger, il suffit d'utiliser les joysticks avec les mains, et l'instrumentation du MMU permet de retranscrire les actions du joystick en réel mouvement, grâce à 24 tuyères pouvant éjecter de l'azote dans toutes les directions. Le réservoir d'azote est justement assez grand pour pouvoir utiliser le MMU pendant les 7 heures d'une sortie, en tout cas si l'astronaute n'en abuse pas trop. En revanche, ce n'est pas un scaphandre. Pour l'utiliser dans l'espace, il faut tout d'abord avoir un scaphandre classique, auquel on attache ensuite le MMU. En avril 81, c'est le vol inaugural de la navette spatiale. Après STS-3, elle est enfin déclarée opérationnelle, et au fur et à mesure des missions sont testés les différents composants de la navette, comme le Canadarm et les modules laboratoires logés dans la soute. Le MMU, lui, va faire son vol inaugural à la mission STS-41B. Le 3 février 1984, au Kennedy Space Center, démarre la mission STS-41B à bord de laquelle se trouve Bruce McCandless. Pour son premier vol spatial, il est accompagné de Vance Brand, commandant qui réalise là son 3e vol, et Robert Gibson, Bob Stewart et Ronald McNair, qui comme Bruce font ici leur premier vol spatial. Les objectifs de cette mission sont multiples. D'abord, la navette va envoyer plusieurs satellites de communication. Ensuite, 2 sorties auront lieu pour tester le MMU. Enfin, le reste des 7 jours de vol seront dédiés à de la science en orbite. C'est ainsi que le 7 février 84, Bruce McCandless et Bob Stewart émergent du sas de la navette dans la soute où attendent 2 MMU. Pour cette première sortie, c'est McCandless qui sera le premier à l'essayer, tandis que Stewart s'occupe de tester le Foot Restraint, un support de pied pour astronautes pendu au bras robotique de la navette. Après avoir inspecté le MMU, McCandless s'en équipe et commence le test sans aucun lien le reliant à la navette. D'abord, il commence par manœuvrer dans la soute, testant les mouvements dans toutes les directions. Puis il commence à s'éloigner une première fois jusqu'à la distance maximale de 45 mètres. Oh, it's neat. You look real stable out there. Have a lot of envious people watching you. Looks like you're having a lot of fun up there. Yeah, it's working very nicely. McCandless and his manned maneuvering unit constitute a separate spacecraft of their own now. Well, you may get the name of the world's fastest human being going along there at 4 miles a second, Bruce. You don't want the windows washed or anything while I'm up here? No. We want you to get out and back before sunset, though. Il revient ensuite à la navette et repart une seconde fois, en s'éloignant cette fois-ci de 96 mètres. Oh, this is really beautiful out here. We're getting a nice sun angle and everything. I got a real good look at the main engines now. 204 feet. And I think this thing was sitting on the launch pad just a few days ago. Yeah, it's a marvelous machine. 297. Il revient à nouveau puis repart une dernière fois, allant jusqu'à la distance record de 99 mètres. Well, it may have been one small step for Dale, but it's a heck of a big leap for me. A couple more feet to make it an official 300. 305, 306. Might as well come back. 305. That was an awful quick 10 feet, but yeah, I'd buy 306. Okay, come on back in. Stewart, pendant ce temps, a installé le cale-pied sur le Canadarm, mais n'a pas eu le temps de le tester. Les 2 astronautes inversent donc les rôles. Stewart enfile le MMU tandis que McCandless s'installe sur le cale-pied. Really magnificent. And for your information, you guys have got some company up there this morning. The Soviets launched at 6:08 a.m. They're going up to rendezvous with the Salyut. And for your information, that makes an all-time record having 8 folks in space at one time. Durant cette sortie, McCandless réalise alors 2 premières. La première sortie spatiale sans attache et la première utilisation dans l'espace du cale-pied du bras robotique. Après s'être éloigné de plus de 90 mètres lui aussi, Robert Stewart revient à la navette et les 2 hommes retournent à bord de Challenger après une sortie fructueuse de 6 heures. Grâce à cette sortie, la NASA en a appris beaucoup sur à la fois le MMU et le cale-pied, mais une autre sortie attend les 2 astronautes. Le 9 février, les voilà de nouveau dehors pour à nouveau tester des systèmes. Cette fois, le MMU n'est pas l'objectif principal de cette sortie.
Les astronautes doivent répéter les procédures de capture et de récupération du satellite Solar Max, l'opération réelle étant prévue pour une future mission. Man, looks like another sunny day up here. You look like you feel right at home in that thing, Bob. I do, man. It's really easy to fly. It's a really nice little machine. I just wish it had a little bit more gas on it. It's kind of like a P-38, you know. It's a great little machine, but sure does need longer legs. Durant cette sortie, le cale-pied qui servait la veille se détache et se met à flotter librement, loin de la navette. Hey, guys. There goes a foot restraint into orbit. There it goes. Well, we can go get it. C'est l'occasion de faire un test intéressant. Houston, Challenger. Go ahead, Challenger. We lost a foot restraint. It's starting to float out. We can go get it if you wish. The orbiter. Yeah, why don't you? Roger, we see it. How much gas does Bob have? No, the orbiter. McCandless, à l'extérieur, va guider le commandant de la navette pour manœuvrer Challenger. Les manœuvres des RCS de la navette permettent de se rapprocher du cale-pied. En fait, au lieu de ramener le cale-pied dans la soute, on amène la soute au cale-pied. Les astronautes peuvent alors le récupérer sans problème. Cet incident permet aussi de valider que la récupération d'un astronaute en perdition est possible avec les propulseurs de la navette. Got him. At least it won't be re-entering in a few days. I hope it'll be re-entering in a few days. The rest of us are planning to. Well, we deliver may have been the STS-5 crew model, but we pick up also. Le reste de la sortie se déroule normalement. En réalité, Bruce McCandless a eu particulièrement froid lorsqu'il s'est éloigné de la navette. Il a dû régler le système de chauffage de sa combinaison au maximum. Un astronaute dans la soute pouvait profiter de la réflexion du soleil sur la soute elle-même, ce qui contribuait à réchauffer sa combinaison. Mais loin de la navette, ils avaient un côté éclairé par le soleil et l'autre pas. La différence de température était alors bien ressentie par les astronautes. Le 11 février, la mission STS-41B rentre sur Terre et se pose sans problème sur la piste du Kennedy Space Center, près de 8 jours après son lancement, à quelques kilomètres à peine du pas de tir d'où elle était partie. C'est la fin d'une mission historique pour la NASA, mais ce n'est pas la fin du MMU. 2 mois après le retour de STS-41B, la mission STS-41C décolle pour l'espace. McCandless n'est pas à bord, mais le MMU l'est, puisque le but de la mission est de récupérer le satellite Solar Max et le réparer une fois celui-ci dans la soute. Lors de la mission STS-41B, les astronautes avaient fait une simulation de cette récupération et le plan semblait simple. L'astronaute en MMU devait attraper le satellite en rotation avec un outil spécialement conçu pour ça, stopper sa rotation à l'aide des propulseurs du MMU et le ramener tranquillement dans la soute. Mais tout ne se passe pas comme prévu. George Nelson ne parvient pas à attraper le satellite avec son outil. Il décide alors d'attraper un panneau solaire avec sa main, de le stabiliser, mais le satellite et Nelson se mettent à tourner dans tous les sens et s'éloigner de la navette. Bob Crippen utilise alors les RCS de Challenger pour rester proche d'eux, mais utilise presque toutes les réserves. Finalement, on commande depuis la Terre au satellite d'arrêter sa rotation, et il est attrapé par le Canadarm. Le MMU n'aura pas fait ses preuves, mais Solar Max sera finalement réparé et relancé en orbite. La dernière mission avec le MMU est réalisée une fois de plus en 1984 sur la mission STS-51A, et encore une fois sans Bruce McCandless. La navette Discovery a pour mission de déployer 2 satellites de communication, puis d'utiliser le MMU et le bras de la navette pour récupérer les 2 satellites mis en orbite lors de STS-41B et de les ramener sur Terre. Cette fois, le MMU prouve sa grande efficacité pour récupérer les 2 satellites, avec l'assistance bien sûr du Canadarm. Malheureusement, ce sera la dernière fois qu'un MMU volera dans l'espace. Après l'accident de la navette Challenger en 86, où 2 des 7 astronautes avaient participé à des missions MMU, il est décidé que le MMU est un outil superflu et qu'il ajoute un risque inutile lors des vols spatiaux. L'accident a en effet restreint le nombre de vols des navettes et on ne les utilise plus désormais pour les lancements de satellites commerciaux et militaires, puisque ces satellites peuvent être lancés par des fusées classiques. Le MMU est alors cloué au sol, et ce jusqu'à aujourd'hui. Mais Bruce McCandless, en revanche, ne l'a pas été. Le 24 avril 90, la navette Discovery emporte le télescope Hubble dans l'espace.
À bord se trouve Bruce McCandless qui effectue son second et dernier vol dans l'espace. Durant le déploiement, un des panneaux solaires déroulants, conçu par l'Agence spatiale européenne, se bloque. Tandis que les contrôleurs au sol cherchent une solution au problème, McCandless et Sullivan se préparent à une sortie d'urgence dans l'espace pour le débloquer manuellement. Finalement, il est décidé de forcer les moteurs servant au déploiement, et la sortie de McCandless n'est pas nécessaire. Hubble est lâché dans l'espace, ce qui représente une nouvelle mission historique réussie pour Bruce McCandless. Le télescope spatial ne sera finalement pas immédiatement opérationnel à cause d'un défaut sur son miroir. Il faudra attendre une autre mission de navette spatiale pour qu'enfin, il nous révèle les premières images d'un vaste univers, jusque-là insoupçonné. Après avoir participé à Apollo 11 depuis le sol, Bruce McCandless entre lui aussi dans l'histoire, 15 ans après, lors de son premier vol, en devenant le premier homme à flotter librement, sans attache, dans l'espace. Il quitte la NASA peu après son dernier vol, en devenant consultant pour l'élaboration de procédures de sortie spatiale. Il nous quitte peu avant Noël, en 2017, à l'âge de 80 ans. Les images de son premier vol, qui resteront parmi les plus connues de l'époque des navettes, semblent encore être de la science-fiction aujourd'hui et représentent ce que la navette était avant tout. Une machine à réaliser les rêves. J'espère que vous aurez aimé cet épisode sur un homme qui a marqué l'histoire du programme des navettes spatiales. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, un commentaire, et bien sûr vous pouvez soutenir la chaîne grâce à ma page Utip. J'ai aussi une boutique Teespring si ça vous intéresse, l'hiver arrive donc faut se couvrir. Il y a pas mal de hoodies qui sont très très sympas, avec soit le logo Stardust, soit un SR71, enfin bon il y a plein de trucs différents. J'espère également que vous aurez trouvé ma voix correcte sur cet épisode, je suis un petit peu pris à la gorge de par mon retour de Montréal. Bref, en attendant que ça aille mieux, dans tous les cas, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Stardust. Ciao!